Donc, nous allons reprendre pour cette deuxième partie. Nous avons donc vu plusieurs formes de violence conjugale, les violences physiques, les violences verbales, le contrôle économique, le contrôle administratif, les violences sexuelles. Nous allons voir maintenant les agressions liées à la parentalité. C'est quelque chose que je trouve particulièrement assez intéressant puisque ce sont des formes de violence qui ont été reconnues assez tardivement en réalité. On prend un exemple très simple. Un enfant va voir sa mère et lui dit: «Maman, est-ce que ce soir je peux regarder Massacre à la tronçonneuse 3 à 23h?» La mère lui écoute sa film d'horreur. En plus, à 23h du soir, on va dire qu'il a 8 ans cet enfant. Donc normalement demain t'as école. Donc bah non. L'enfant va aller voir le père. «Papa, ce soir il y a Massacre à la tronçonneuse 3, je souhaiterais le regarder. Le film commence à 23h et maman a dit non.» Et là, le père va regarder l'enfant et va dire: «Ta mère a dit non? Bah d'accord, on va regarder le film tous les deux. Et tu sais quoi? On va même regarder le premier avant, parce que ta mère, c'est une conne.» C'est-à-dire que chaque fois que le parent victime va poser une limite, l'agresseur va lever cette limite. La victime n'est plus en capacité d'avoir une fonction parentale. Un autre exemple, un couple discute dans la cuisine. Puis les enfants sont au premier étage et font un peu de bruit. Là, la mère regarde le père et dit: «Mais c'est une mauviette. T'as vu le bazar que font les enfants au premier étage? Et toi, tu dis rien, tu fais rien. Mais t'es vraiment une lavette. Je peux te dire que mon ex, lui, savait surveiller ses enfants.» Monsieur, remonté comme une pendule, monte au premier étage, arrive comme un furie dans la chambre des enfants, se met à hurler: «Taisez-vous! On entend de vous! On peut pas discuter avec votre mère!» Et là, madame rentre, regarde les enfants, regarde monsieur, et dit: «Mais c'est des enfants, ils jouent, c'est pas grave, voyons. Allez, venez les enfants, on va faire un petit jeu de société ensemble, on va laisser papa se calmer.» Cet homme a été décrédibilisé dans son rôle de parent. Dans les agressions liées à la parentalité, et c'est ça, je trouve, qui est très intéressant au niveau de la loi, c'est qu'effectivement, bah, c'est aussi le non-respect du droit de garde, le non-respect du versement de la pension alimentaire, les enlèvements, les procédures multiples pour essayer d'obtenir le droit de garde, etc., etc. Tout ce qui peut nuire à madame. Donc les agressions liées à la parentalité ont lieu avant et après la séparation. Dans la majorité des cas, les violences sexuelles, physiques, vont s'arrêter à la séparation. Là, elles peuvent perdurer. Il s'agit, vous, en tant que travailleur social, de savoir faire la différence qu'il y a entre un différend de couple pour mode de garde où monsieur verse pas la pension alimentaire, donc madame ne lui donne plus les enfants droit de garde, d'une agression liée à la parentalité, dont l'objectif est de nuire à la victime, tuer la continuité, et grâce à la création liée à la parentalité, c'est en réalité une continuité des violences conjugales. Il s'agit bien évidemment en réalité de remettre en cause la coparentalité. Vous avez les cyberviolences. Les cyberviolences, c'est apparu avec les nouvelles technologies, numériques forcément. Il s'agissait effectivement de nuire à sa victime via ces nouvelles technologies numériques. Donc forcément, la facilité d'accès, un très large spectre de diffusion faisait que c'est assez facile, malheureusement. D'après le 3919, 9 femmes sur 10 qui appellent le 3919 sont victimes de cyberviolence. Cela concerne beaucoup de jeunes, voire de très jeunes, des ados, où effectivement, nous allons voir qu'il y a plusieurs formes de violence. Donc il y a 5 formes de violence, de cyberviolence. Le cybercontrôle. Le cybercontrôle,
C'est très simple. Imaginez une de vos camarades de classe ou un de vos camarades de classe qui tous les matins arrive et se prend une petite selfie. Bon, un truc un peu classique peut-être chez les jeunes. Sauf qu'en réalité, si la personne fait ça, c'est que tous les matins, elle envoie ce selfie à son conjoint ou à sa conjointe pour lui dire, tu vois, je suis bien à l'école, je suis pas avec mon amant, je suis pas avec ma maîtresse. C'est une obligation par l'agresseur de faire des selfies. Et donc, il y a un vrai dilemme. Soit la victime ne fait pas de selfie, mais il y aura des représailles, ou alors elle se soumet, elle fait des selfies, l'agresseur, voyant la soumission, va augmenter d'un cran en termes de domination, tout simplement. Le cybercontrôle, c'est bah, quand la personne rentre chez elle après une journée de travail, par exemple, une journée à l'école, bah, l'agresseur lui demande son téléphone portable et il va checklister les numéros de téléphone, qui l'a appelé, qui lui a envoyé des SMS, qui lui a envoyé des mails. Donc il a accès à son téléphone portable, à son ordinateur portable, à son WhatsApp, à son Instagram, etc., etc., etc. Il a accès à tous ces réseaux sociaux numériques. Mais c'est la victime qui lui a donné les codes. Il ne faut pas confondre la cybercontrôle avec la cybersurveillance. La cybersurveillance est la deuxième forme de cyberviolence. La cybersurveillance, l'agresseur a là aussi accès à ses mails, ses SMS, WhatsApp, etc. Mais la victime l'ignore. C'est-à-dire que l'agresseur a obtenu les codes PIN, les codes de l'ordinateur, et la victime l'ignore. Alors c'est très facile, hein. Moi j'avais une victime qui ne comprenait pas comment ça se fait que monsieur savait systématiquement les échanges qu'elle avait avec ses amis. Elle dit, il a jamais eu accès à mon portable. Vous êtes sûr? Ah oui? Jamais. Bah non, la seule fois où il a eu accès, c'est quand il me l'a offert pour mon anniversaire. Ah ouais. Bah monsieur, quand il lui a offert à son anniversaire, tac, il avait bricolé un petit peu le truc. C'est les fameux logiciels espions, qui sont, et c'est horrible, extrêmement faciles à installer. Ah, même un informaticien nul n'y arrive. C'est bien évidemment aussi des applications qui ont été détournées, notamment des applications, si vous faites voler votre portable, vous savez où est-ce qu'il est. Voilà. Les Google Maps, bon, pareil, tout ce qui est fonction GPS, etc. Hop, c'est facile à détourner, et le ou la conjointe y a accès. Donc, la différence entre le cybercontrôle et la cybersurveillance, c'est que dans la cybersurveillance, la victime n'a pas été actif dans cette forme de violence. Elle n'a pas été mise sous pression. Elle ignore complètement que l'agresseur y a accès. Ce qui explique que vous, en tant que futur travailleur social, si vous rencontrez une victime qui vous dit je veux quitter mon conjoint, d'accord, mais votre portable, vous le laissez à la maison. Je vous donnerai quelques conseils tout à l'heure. La troisième forme de cyberviolence, c'est le cyberharcèlement. Le cyberharcèlement consiste à porter atteinte à l'honneur et à l'image de la victime vers le monde extérieur. Donc, en divulguant des choses qui ne devraient parfois ne pas être divulguées. Une personne qui a le sida, par exemple. Donc, le cyberharcèlement, c'est envoyer 50, 60 SMS en moins d'une heure et demie. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Que fais-tu? Que fais-tu? Que fais-tu? C'est bien évidemment les menaces, les chantages, utiliser des faux comptes Facebook ou Instagram ou WhatsApp pour que la personne se dispute avec ses amis, mais en réalité, bah, c'est l'agresseur qui a qui a eu accès au compte et qui l'utilise dans ce cadre-là, ou qui a créé un faux compte avec des vraies photos de sa ex ou actuelle compagne ou compagnon. La quatrième, c'est la cyberviolence économique et administrative. L'agresseur a accès, soit parce que la victime lui a donné accès, soit parce qu'il a trouvé un moyen pour y avoir accès, au compte administratif, donc la sécurité sociale, les caisses de retraite, ça peut être aussi, bien évidemment,
accès au compte économique, c'est-à-dire au compte bancaire, tout simplement. Donc la personne est privée d'autonomie et d'existence juridique, ce qui fait qu'elle peut vivre un véritable enfer. Elle ne peut plus aller sur le site de la CAF, de la sécurité sociale, de la caisse de retraite, etc., etc. C'est aussi une des formes de violence, la cyberviolence, qui va, c'est important de le préciser, perdurer post-séparation. Et nous avons la dernière, les cyberviolences sexuelles. C'est le fait de prendre des photos et des vidéos, soit à l'insu de la personne, et parfois c'est à l'accepter, mais la personne va la diffuser. Donc elle était d'accord pour qu'on la prenne nue, mais elle n'était pas d'accord pour que tout le monde y ait accès. Les cyberviolences sexuelles est un fléau qui touche la petite ado de 13 ans à la petite dame de 81 ans. Moi, j'ai une femme, 81 ans, arrière-grand-mère, grand-mère, tout ce que vous voulez, mariée pendant plus de 50 ans à son mari. Le jour où elle le quitte, quelques jours après, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des photos d'elle, toute nue, qu'elle avait pris il y a 2-3 ans. Elle était en larmes. Et lorsqu'elle me regarde, mais monsieur Bienfait, qu'est-ce que je peux faire? Ben, continue à pleurer. Parce qu'une fois que c'est sur les réseaux sociaux, c'est terminé. Alors certes, on peut payer un informaticien qui va effacer la photo et les vidéos. Ça coûte d'abord extrêmement cher. Et il suffit qu'une personne ait conservé la ou la vidéo, la photo ou la vidéo, et remet ça dans le réseau numérique, sur Internet, c'est terminé. Ça repart pour moi. Donc, c'est un enfer. C'est un type de site qui s'est développé, le fameux Revanche Porn, qui est maintenant illégal. C'est-à-dire qu'il y a eu des personnes, pour se venger de leur ex-conjoint ou ex-conjointeux, qui ont mis sur des sites des vidéos et des photos qui avaient été prises pendant des relations sexuelles, pendant des photos d'une nuit, tout ce que vous voulez. Et il y a tout simplement des personnes qui se sont fait énormément d'argent dessus. Maintenant, c'est le revenge porn est interdit, mais ça a été une fléau puisque ça a brisé des vies, clairement. Alors, quand vous êtes face à ce type de forme de violence, très spécifique, les violences, les cyberviolences, plusieurs petites choses. D'abord, vous conseillez à la victime de changer tous ses codes administratifs au niveau d'Internet. Bien évidemment, elle change le code du téléphone, de l'ordinateur, elle remet son téléphone aux paramètres d'usine, ce qui fait qu'elle va supprimer toutes les applications. Alors oui, c'est embêtant parce qu'il faut qu'elle les ré, euh, réinstalle, mais au moins elle est tranquille. Vous avez des bornes au tribunal de grande instance où on met l'ordinateur, on met le téléphone et il peut vous dire s'il contient des logiciels espions. Bien évidemment, quand il y a des cyberharcèlements, des menaces, des choses comme ça, ben, on fait des captures d'écran parce que c'est des preuves si on souhaite déposer plainte, tout simplement. Les cyberviolences ont un impact terrible au niveau psychique et au niveau social puisque ça peut entraîner l'isolement de la personne et la dépression. Nous allons maintenant aborder les agressions psychologiques. Alors volontairement, je les aborde en dernier, puisque, comme vous en doutez un peu, la plupart des violences évoquées précédemment sont associées à des violences psychologiques. Je prends un coup de poing, c'est à la fois des violences physiques, mais c'est aussi psychologique, parce que j'ai été frappé par la personne que j'ai choisie, avec qui j'ai choisi de me marier, que j'ai choisi de m'aimer, avec qui j'ai choisi de faire des enfants, etc., etc. L'agression psychologique est la violence qui est systématiquement prise. Il ne peut y avoir violence conjugale que s'il y a violence psychologique dans un premier temps, systématiquement. C'est la violence qui est la plus répandue et qui, bien évidemment, est la moins décelable. Elle conditionne la victime, en réalité, à accepter les autres étapes. Alors, vous avez les humiliations, vous avez la dévalorisation, bien sûr. Tout ce que la victime fait est mal. Je vous donne un exemple. Monsieur rentre à 20 h du soir, et madame a préparé à manger. Et là, monsieur lui dit, non, mais attends, je viens d'arriver, tu vas peut-être me laisser une demi-heure le temps de me reposer avant qu'on commence à manger. Ce qui fait que le lendemain, lorsque monsieur arrive à 20 h, bah, madame n'a rien à préparer à manger.
puisqu'elle se dit, je vais faire à manger à partir de 20h30. Et là, monsieur regarde madame et lui dit, non mais c'est pas vrai, j'ai travaillé toute la journée, je rentre à 20h et t'as même pas fait à manger. Ce qui fait que la troisième journée, lorsque monsieur arrive à 20h, madame se dit, bien alors, je dois préparer à manger pour 20h ou pour 20h30. Je sais plus. Tout ce que la victime fait est une erreur. C'est pas ça qu'il fallait faire. Elle prévoit des vacances à la mer, fallait prévoir des vacances à la montagne. Mais si elle avait prévu des vacances à la montagne, bah fallait prévoir des vacances à la mer. Les violences psychologiques sont quelque chose qui vont complètement détruire la victime. Les violences psychologiques sont parfois utilisées en public. Ça me rappelle une dame dont le mari lui disait souvent, en repas de famille, tiens, j'ai acheté des oranges. On devrait en apporter à ton père ce week-end. L'entourage ne comprenait pas vraiment. Le père devait aimer des oranges. En réalité, cette dame était expert comptable, comme son père. Et son père était en prison, parce qu'il avait fait des détournements de fonds. Vous pensez bien qu'elle ne voulait pas que ça se sache. Et donc, l'expression apporter des oranges en prison, c'était une manière de lui faire peur régulièrement, en plein repas, avec des amis. Et madame était tétanisée. On retrouve dans les violences psychologiques le manque de sommeil. Chaque fois que la victime veut dormir, monsieur allume la lumière, lui parle pour l'empêcher de dormir, ce qui fait que ça va la détruire psychiquement. Bien évidemment, vous avez les menaces de mort, les menaces de frapper aussi, mais avec moult détails. Vous avez des personnes qui, par exemple, des agresseurs qui vont vouloir donner un coup de poing, hop, et au dernier moment, le poing s'arrête, mais juste à 1 millimètre du nez de madame. Ou qui, au dernier moment, va détourner le poing pour frapper dans le mur d'à côté. Et donc tout ça, bien évidemment, c'est simulé pour faire. Pour vous donner un exemple, j'avais une victime que j'accompagnais, dont la femme est extrêmement violente, et quand elle avait décidé qu'elle allait frapper monsieur, elle mettait un CD de musique classique, de 10 à 20 chansons. Et monsieur savait qu'à l'une des 20 chansons, il serait frappé. Mais il ne savait pas lequel. Est-ce que c'était la première chanson? Est-ce que c'était la troisième? La dernière? Il savait pas laquelle. Mais il savait qu'à la fin de l'une des chansons. C'est l'exemple d'un autre agresseur qui effectivement, tous les jours à 21h30, précise, humiliait madame. Et donc, dès que 21h30 arrivait, elle était dans une panique. Et des fois, il faisait rien. On est vraiment parfois sur du sadisme pur. Pour reprendre toutes ces formes, et ça c'est assez intéressant, certaines formes, la majorité, sont condamnables par la loi, d'autres pas. Je vous donne un exemple. Vous pouvez dire à une victime de violence conjugale, bah, vous pouvez déposer plainte parce que votre mari vous a volé votre carte bancaire, vous a volé vos chéquiers. Mais si le mari a vendu les bijoux hérités de la mère de la victime, bah, c'est pas un vol, puisque c'est une communauté de biens. Alors, à quelques exceptions près, si effectivement il y a des contrats de mariage avant. Mais si c'est quelque chose qui a été obtenu après le mariage, le vol entre époux, mis à part les pièces d'identité et les modes de paiement, n'est pas considéré comme pénalement répréhensible. De la même manière, le contrôle social, le contrôle du corps n'est pas considéré à l'heure actuelle comme pénalement répréhensible. Vous ne pouvez pas déposer plainte parce que votre conjoint vous interdit de mettre des pantalons ou que votre conjointeux vous interdit de voir votre mère. Généralement, les policiers vont dire, écoutez, monsieur vous empêche de voir votre mère. D'accord. Mais il le fait comment? Bah, il menace. Ah, bon, bah alors, vous n'avez pas déposé plainte pour contrôle social, vous allez déposer plainte pour menace. Donc, de manière indirecte, on peut déposer plainte, mais de manière directe, non. Et c'est là que l'on arrive au point central. Pour que la personne vous évoque les formes de violence qu'elle subit, agression ou contrôle, il faut qu'elle en ait conscience que ce n'est pas normal. Et là, on travaille la perception de la personne. Je vous donne un exemple. J'ai reçu une dame dans mon bureau
qui me dit: «Écoutez, monsieur Bienfait, jusqu'à présent, mon mari me donnait, des gentilles gifles. Alors je disais rien, mais quand même là, hier soir, il m'a mis une méchante gifle, donc je me suis dit que ce serait peut-être bien que je vienne vous voir et que je dépose une main.» Alors moi, je suis un peu surpris, je dis: «Une gentille gifle? C'est un oxymore, ça existe pas une gentille gifle.» Je lui dis: «Mais qu'est-ce que vous appelez, madame, une gentille gifle?» Et là, elle m'explique. Elle me dit: «Une gentille gifle, c'est très simple, monsieur Bienfait. Une gentille gifle, c'est ce que faisait papa quand il nous corrigeait, moi, mes frères et sœurs ou ma mère. C'est-à-dire que c'est une gifle avec la main de gauche à droite ou de droite à gauche.» Ah bon, bah, c'est quoi une mauvaise gifle? Bah, une mauvaise gifle, c'est ce que papa utilisait pour corriger le chien. Et là, par contre, c'est avec, là aussi, la main, mais vraiment la main en entier, et c'est du haut vers le bas. Et c'est comme ça que papa corrigeait mon chien. Et donc, vous pensez bien que quand une femme vous dit, ou un homme victime, vous dit qu'il y a des gentils et des méchantes gifles, elle est vraiment dans un déni massif. Beaucoup, c'est ce que je vous disais en début d'intervention, de victimes de violences conjugales pensent que des insultes, ça peut arriver, des dénigrements, ça peut arriver, on peut s'emporter. Généralement, les premiers coups sont souvent le déclic, mais pas systématique. Des études ont été démontrées que lorsque la femme est enceinte, il y a des pics. C'est-à-dire, dans 40% des cas, les premières violences physiques apparaissent. Dans 40% des cas, les violences dans son ensemble s'aggravent. Et dans 20% des cas, ça reste standard. Et pour certaines femmes, c'est la grossesse qui a entraîné ces violences. Parce qu'elle se centre trop sur le petit être qu'elle a dans son ventre et qu'elle ne s'occupe pas assez de lui. En réalité, c'est parce que monsieur peut craindre que la grossesse entraîne peut-être des velléités de départ et va tout simplement accentuer son emprise par d'autres formes plus importantes de violence. Donc on va passer des violences verbales à des violences physiques. En réalité, la victime pense que le fait d'être enceinte, c'est ce qui a déclenché les violences conjugales. En réalité, l'emprise était déjà présente bien avant. Une autre doxa qui est souvent dite, quand je reçois des victimes, elles me disent: «Oui, mais bon, mon mari me frappe, mais c'est quand il a bu.» Bon, bah, je décortique, je dis: «Ah bon, uniquement quand il a bu. Voilà. Mais quand il est sobre, vous êtes en désaccord.» «Ah bah, il m'insulte, il m'humilie, mais il ne me frappe pas.» C'est-à-dire qu'il est vrai que l'alcool est un désinhibiteur, donc forcément, les coups peuvent arriver, mais la volonté d'emprise est déjà présente bien avant la prise de substance. Moi, j'ai accompagné un agresseur qui me disait tout simplement que lorsqu'il était énervé contre sa femme, qu'il avait tout simplement besoin de se défouler, ben, il faisait semblant d'être ivre, parce qu'il savait que s'il faisait semblant d'être ivre, sa femme lui pardonnerait de l'avoir frappé. Et donc il me disait, mais des fois, je buvais juste une bière devant elle, je lui faisais croire que j'avais bu beaucoup d'autres bières avant qu'elle soit là, et je la frappais. Mais en réalité, c'est parce que j'avais besoin d'une excuse qu'elle va accepter pour la frapper. Pour avoir accompagné des personnes souffrant d'addiction, cocaïne, héroïne, alcool, il est vrai qu'ils peuvent être violents. Mais généralement, c'est dû à un manque, ou parce que les substances vont les désinhiber. Mais il n'y a pas une réelle volonté de domination. La personne alcoolique, elle pense à son premier verre. Elle est incapable de mettre en place une stratégie sur du long terme, ce qu'elles sont les violences conjugales, pour dominer. Donc, non, les violences conjugales ne se justifient pas ni par je suis enceinte donc je m'occupe moins de lui, et encore moins par l'alcool. Mais parfois, les victimes, de par leur histoire, de par leur précédente couple, vont effectivement avoir un seuil de tolérance plus important que d'autres.
C'est l'exemple de cette dame qui a accepté les gentils gifles, mais pas les méchants gifles. C'est-à-dire que la perception de l'agression est propre à eux, mais nous, en tant que travailleurs sociaux, on se doit de la ramener à une norme sociétale. Non, frapper sa femme, même si on est énervé, bah, c'est une agression. C'est une violence. Je vous donne un autre exemple qui est la dernière doxa, qui est quelque chose qui fait souvent sourire. C'est mon mari a plus de besoins que moi, donc forcément, j'accepte. Donc on questionne la dame, qu'est-ce que vous entendez par? Bah des fois j'ai pas envie d'avoir des relations sexuelles, mais bon bah c'est un homme, il a plus de besoins, donc j'accepte. Bah ça s'appelle un viol. Si vous voulez pas une relation sexuelle et qu'il vous l'impose, bah ça s'appelle un viol. Moi j'ai des femmes qui me disent que bah oui j'accepte, parce que si j'accepte pas, bah je prends un coup. Ou il y a les enfants qui sont dans la pièce à côté qui vont entendre hurler. J'ai accompagné pendant plus de 2 ans une dame qui était mariée à un militaire haut gradé et qui travaillait au ministère de la Défense. Et elle me disait, mais mon mari protège la France. Donc le soir, bah, pour le détendre, je lui faisais une fellation. Et durant la fellation, bah, elle pouvait tirer au cœur, se mettre à pleurer. Ça arrêtait absolument pas monsieur. Voilà. Mais elle me disait, oui, mais c'est parce qu'il en a besoin. Non, ça s'appelle un viol, madame. Voilà. C'est ce type de justification, ce type de perception qui fait que elles vont accepter l'inacceptable. Et vous, vous devez, en tant que futur travailleur social, à un moment donné, lui rappeler, bah non, c'est illégal. Ça s'appelle un viol.